chers amis, bien le bonjour, et même très bien le bonjour. De temps en temps, j'aime bien prendre des recommandations auprès des experts. C'est ce qu'on va faire ensemble, et on va donc regarder ensemble les actions qu'il faudrait accumuler, on va se plonger dans leurs finances, et nous verrons si nous arrivons aux mêmes conclusions que le magazine C'est votre argent. Alors, on commence par CGC. CGC se positionne parmi les principaux fournisseurs mondiaux de services de produits géophysiques destinés aux compagnies opérantes dans le domaine du pétrole et du gaz. L'activité de l'entreprise se divise en deux principales catégories, prestations de services géophysiques et prestations de données sismiques terrestres et marines, ainsi que la fabrication d'équipements sismiques représentant 31,5% du chiffre d'affaires. D'accord, donc ça veut dire qu'ils font des études sur les endroits où on voudrait créer des gisements de pétrole ou de gaz, j'imagine, et ils sont là pour donner un peu une idée de comment ça va se passer, est-ce que c'est jouable, est-ce qu'il va y avoir des problèmes. Dites-moi si vous avez une analyse plus précise de ce que fait ce business, mais nous, on va regarder les finances. Alors, CGG, que dit le site Zone Bourse? Ils disent que pour un investissement, c'est pas absolument catastrophique, mais c'est pas folichon non plus. Ils disent également qu'il faudrait l'accumuler, il y a un objectif de cours de plus 143%, pas mal, hein. Faire un petit 143%, ça peut faire plaisir. Alors, regardons ça. Donc, vous le savez, moi, les choses que je regarde en priorité, j'ai envie de voir que le chiffre d'affaires augmente d'année en année. Et c'est pas très franc au niveau de l'augmentation du chiffre d'affaires, mais à la fois, c'est pas mal. On est quand même sur une tendance positive. L'autre chose qu'on va regarder, c'est le free cash flow. On veut qu'il y ait un free cash flow important et un free cash flow croissant. Et là, le free cash flow, ça m'inquiète un petit peu. Voilà, donc 2020, pour tout le secteur du pétrole et du gaz, c'est normal, ils ont véritablement souffert. Ensuite, il y a un rebond, donc ça, ces 2 années, on peut les considérer comme exceptionnelles, mais sinon, le reste du temps, c'est quelque chose qui est un petit peu stagnant. Donc, ça ne me rassure pas. Ensuite, on regarde les marges, et au niveau des marges, c'est aussi assez flippant. Vous voyez, oui, mais bon, ça, c'est d'accord. Les marges négatives, mais sinon, on a quand même des marges qui sont hyper faiblardes. Donc, ça veut dire que c'est un business qui est vraiment sur le fil du rasoir, et finalement on a envie de voir que notre argent est bien investi, que chaque euro qu'on leur donne, ils sont capables de le multiplier. C'est pour ça qu'on s'intéresse au ROE, le retour sur capitaux propres, et là ce qu'on voit, c'est que le retour sur capitaux propres, c'est quand même assez famélique, hein. Quand vous savez que vous avez des boîtes où vous pouvez avoir du 15, du 20, du 30, là votre argent n'est pas hyper bien investi. Ça veut dire, puis il y a de la dette quand même, hein. Vous êtes sur une boîte c'est pas catastrophique au niveau dette, mais voilà, vous avez une dette qui est quand même assez importante. Donc pour moi c'est un non, et en fait ça veut dire que ils font une analyse qui est peut-être plus technique que fondamentale, parce que si vous regardez les fondamentaux d'une boîte comme ça, vous n'avez pas envie d'aller dedans, mais effectivement vous pouvez vous dire peut-être que la boîte est à un plus bas, oui c'est ça fait moins 36% depuis le 1er janvier, donc potentiellement on peut avoir un gros retournement de tendance là-dessus, mais pour moi ça sent vraiment le piège. Vous regardez le prix de l'action, vous dites oulala, ça coûte 0,38 euros, imagine j'en prends 100, voilà, imagine t'en prends 100, tu fais x2, ça va absolument rien changer, et est-ce que t'as envie de mettre 10 000 balles là-dedans? Je ne suis pas certain. Next, accumuler BNP Paribas, tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant ça, BNP Paribas. Est-ce qu'on aurait envie de... En moyenne, l'opinion des analystes sur les perspectives de BNP Paribas a été plutôt neutre ces derniers mois. Le sentiment global en termes de bénéfices, objectifs de cours et de recommandations est resté virtuellement inchangé. D'accord. On va regarder quand même. J'ai pas regardé souvent BNP Paribas. On va voir si ça peut être une belle opportunité. C'est assez joli, c'est des finances comme ça. Attendez, on va regarder. Donc chiffre d'affaires, on a un chiffre d'affaires qui est en hausse. Zone Bourse qui trouve que c'est pas un investissement florissant, hein. Ils sont pas d'accord avec ça. C'est peut-être lié au fait qu'on est sur une boîte de rendement. Je regarde le rendement. Ouais, vous avez quand même un rendement de 7%, 8%. C'est vraiment le genre de boîte qui peut être intéressante quand vous êtes en fin de parcours. Vous avez capitalisé sur votre ETF du SP500 pendant une bonne partie de votre vie, et vous vous dites où est-ce que je peux chercher un investissement pépère qui va distribuer régulièrement, mais même pour ça, ce qui me gêne un petit peu, c'est que vous avez un dividende annuel, et voilà, avoir une boîte comme ça qui vous distribue qu'une fois par an, c'est quand vous êtes dans une phase où vous avez besoin de cash flow, je vois pas vraiment l'intérêt de ça. À tout prendre, c'est beaucoup plus sympa que l'entreprise qu'on a vue précédemment. Vous avez des marges nettes qui sont belles, vous avez un bénéfice net par action qui augmente, et qui
qui augmente pas mal, hein. Quand on passe de 5 000 en 2020 à 10 000 potentiellement en 2025, ça a fait x2 entre 2020 et potentiellement en 2025, donc pas mal. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Il n'y a pas de dette, donc c'est également intéressant. Et vous avez un ROE qui est quand même un peu faiblard. Donc si vous avez envie d'avoir une boîte qui vous verse du rendement, est-ce que le dividende est croissant? Tiens, ça c'est quelque chose qui m'intéresse quand même. Où est le dividende par action? Ouais, c'est croissant et ça croît pas mal. Et donc vous avez une boîte qui, alors qu'elle augmente son dividende, vous avez un payout ratio qui ne progresse pas trop. Pas mal, honnêtement, ça peut intéresser les gens qui cherchent du dividende, avec toujours ce problème que vous avez une boîte qui ne verse le dividende qu'une fois par an, peut-être avec des options. En vendant des options, je pense que ça peut être pas mal. Vous dégagez votre petit revenu tous les mois avec ça, avec la vente de call. Il faut voir, hein, donc là le cours est à 55. Qu'est-ce qu'on peut espérer avec la vente d'options si on se met au 15 mars avec un objectif de cours à 57? Bah c'est pas mal ça. Vous mettez un objectif de cours à 57, vous faites 70 balles, ça peut être intéressant. Voilà. Oui non, elle est à 60 en fait, elle est à 60, donc on va quand même regarder 58. 58, comme ça vous avez fait un petit bénéfice, vous faites 40 balles comme ça, donc c'est une boîte, vous pouvez espérer en plus du dividende, vous faire quelque chose comme 30, 40, 50 euros avec les primes de covered call, donc pourquoi pas, ça peut être comme ça un pari intéressant. Donc là le revenu, je vous mets une mention bien, voilà. Gecina. Alors qu'est-ce que c'est? Parmi les premières sociétés foncières françaises, c'est pas le secteur qui m'anime le plus, le secteur de l'immobilier, quand je sais qu'on peut avoir, les rendements qu'on a avec Realty, et c'est quand même beaucoup plus fun d'investir avec Realty, et quitte à prendre une foncière, si je prenais une foncière, moi j'irais sur Vici, parce que c'est quand même assez drôle, et puis c'est original d'investir comme ça dans les gros casinos, et dans les gros hôtels d'expérience. C'est un truc qui me plaît pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que les... Ouh là là, ça me paraît plus compliqué, ça, comme finance, chiffre d'affaires. Bon, ok, on a un chiffre d'affaires qui est croissant, c'est pas si mal. Les marges, là, c'est quand même assez surprenant. Vous avez des fois du plus 100. Après, je comprends pourquoi il la recommande, hein. Parce que si vous achetez aujourd'hui une entreprise comme ça, j'imagine qu'elle est assez décotée, qu'elle a souffert. Ouais. Depuis 6 mois, c'est un petit peu le toboggan. Si on se dit aujourd'hui on l'achète peu cher et elle a la possibilité de nous choper de très belles marges par la suite, mais là j'avoue qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que vous voyez des marges d'exploitation qui sont assez stables et dans le même temps vous avez des marges nettes qui font beaucoup plus le yo-yo. Donc, attendez, je vais quand même demander à ChatGPT parce que ça m'intéresse cette histoire. Je suis sur le site Zone Bourse. Je suis en train d'analyser les finances d'une foncière, une foncière française qui s'appelle Gecina. Il y a quelque chose qui me surprend, c'est que quand on regarde au niveau des marges, on a des marges d'exploitation qui sont assez stables à travers le temps. D'un autre côté, on a des marges qui font vraiment le yo-yo, des marges nettes qui font vraiment le yo-yo. Ça passe de 138% à moins 268%. Est-ce que tu as une explication dans le secteur de l'immobilier? Pourquoi est-ce qu'une entreprise pourrait avoir un tel écart entre la marge d'exploitation et la marge nette? D'abord, la marge d'exploitation reflète le ratio entre le résultat opérationnel ou EBIT et le chiffre d'affaires. En revanche, la marge nette prend en compte tous les revenus et dépenses, y compris les éléments financiers, exceptionnels et les impôts. 2. Effet de levier financier. Les sociétés foncières utilisent souvent des niveaux élevés de dette pour financer leurs acquisitions. Les coûts financiers, intérêts sur la dette, peuvent donc varier significativement, particulièrement si les taux d'intérêt changent ou si l'entreprise refinance sa dette à des conditions différentes. D'accord, merci. Donc je vois l'idée, ça pourrait être lié à ça, hein. Ça pourrait être lié aux augmentations des taux d'intérêt et au fait que l'entreprise doit s'endetter. Si on regarde dans le bilan, est-ce qu'il y a eu quelque chose de... Oh là là ça fait toujours flipper. Mais si vous regardez la plupart des foncières, c'est comme ça, hein. Ça veut dire que c'est une boîte qui a énormément de dettes. Mais si vous regardez même des foncières bien établies comme Realty Income et tout ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de dettes, c'est normal. Des entreprises qui se financent en faisant de la dette. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point leurs acquisitions sont rentables sur le long terme. À la limite, la dette à un instant T, c'est pas ce qui est si grave. Et on voit que le ROE est quand même assez faiblard. Donc pour moi, c'est non.
même s'il y a peut-être un coup à jouer dans ce secteur. Et évidemment, il y a probablement c'est fou, hein, ça s'est effondré en 2023, même s'il y a probablement un coup à jouer avec l'immobilier, parce que c'est justement quand vous avez plein de gens qui sont en train de flipper du secteur qu'il faudrait y rentrer. Mais moi, j'ai pas envie de jouer avec des choses comme ça. Et encore une fois, les foncières, ça m'amuse pas. Moi, ce qui m'amuse, c'est plutôt ça, c'est de me construire un portefeuille immobilier au fur et à mesure avec Realty. Je trouve ça très bien. On a un rendement qui est de 9,45. Il n'y a pas de dette parce que les biens que vous avez, ils sont entièrement financés. Ça augmente vite, c'est assez rigolo. À chaque fois quand il y a des petites ventes, Realty est en train de se diversifier. Là, on peut acheter des propriétés aux États-Unis, au Panama. Bientôt, il y en aura en Europe, donc on va pouvoir comme ça se diversifier. Il y a un tout petit peu d'IMO commercial, mais peut-être qu'à l'avenir ils vont aller plus vers ça. De toute façon, vu que c'est un projet communautaire, si à un moment la communauté pousse dans une direction, c'est possible que Realty les suive dans cette direction, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime bien investir dans l'immobilier. Donc, Gessina, je passe. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faudrait accumuler? NJ, oh j'ai peur de ce que je vais voir. Quoique, j'avais regardé quelques fois, j'avoue que j'ai hésité certaines fois à investir dans NJ. À chaque fois, ce qui me retenait d'investir dans NJ, c'était la dimension. J'ai l'impression que c'est un peu trop lié avec de l'argent public. Et pour moi, c'est jamais une super idée. Donc, quelles sont les finances d'NJ? Donc, on regarde à quoi ça ressemble. On a un chiffre d'affaires qui... ça, j'aime pas trop ça. On a l'impression que ça a fait un pic et après que ça repart dans l'autre sens. Donc, ça ne me dit rien. La marge nette, oh, c'est pas très joli, hein, c'est pas très joli. Mais j'imagine hein, que ça fait partie de ces entreprises où il y a tellement de coûts que c'est difficile de dégager des marges. Et je pense qu'il y a quelque chose autour du fait que vous pouvez pas facturer n'importe quoi. Vous avez des prix qui sont quand même un petit peu contrôlés par l'État. Vous avez un bénéfice net par action qui fait pas du tout rêver. Donc non, je vois pas du tout l'intérêt d'investir dans NJ. Je suis navré hein, au niveau du. Et puis il faut toujours vous dire un truc quand même. Il faut en revenir à des choses assez simples. Regardez, imaginez qu'on mette NJ. Voilà, vous avez votre NJ et imaginons que comme benchmark, on se mette le meilleur produit financier que vous pouvez choper selon moi, à savoir le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est vraiment un produit financier qui éclate tout sur son passage. Là, vous voyez, pendant un an, vous mangez 30% dans la vue par le Nasdaq. On regarde à 3 ans. Ah tiens, c'est intéressant ça. À 3 ans, c'est moins net l'écart, mais quand même, vous avez un écart qui est tout à fait significatif. À 5 ans, à 5 ans, ça commence à faire mal pour NJ, parce que NJ se prend 150 points dans la vue. Moi, il faut toujours revenir à des choses simples comme ça, et je vous avoue que c'est de plus en plus difficile pour moi de me dire c'est intéressant d'investir dans quelque chose d'autre que le Nasdaq. Je me force évidemment parce que ça m'amuse, parce que je trouve ça chouette qu'il se passe des choses sur mon portefeuille et que je considère que le parcours dans l'investissement c'est aussi un plaisir, mais si j'étais vous, et c'est ce que je fais pour ma femme, prenez un bon ETF et mettez votre argent dedans quoi. C'est comme ça que vous allez avoir de belles performances. Mais là c'est quand même fou là, quand on voit ce que NJ se prend, et c'est vraiment juste un choix quoi. Qu'est-ce que vous avez à vous embêter avec des boîtes qui sous-performent? En un clic, vous mettez votre argent dans un truc comme le Nasdaq, avec un courtier comme De Giro, ça va vous coûter 1 balle par transaction. Ça me paraît assez foufou de se prendre le chou avec des boîtes qui sont vraiment de seconde zone. Enfin, regardez ce cours. La boîte, la boîte a fait littéralement, elle est passée de 0 à 0. En 5 ans. Donc vous avez vraiment fait du surplace. Après, elle a versé un dividende. Et c'est vrai que le dividende d'Engie, c'est un dividende qui est plus conséquent que le dividende du Nasdaq, mais quand même, quoi. C'est quand même assez dingo. Et si je mets BNP Paribas, je pense que ça va être aussi craignos que ça. Hein. On peut essayer de voir BNP, c'est celle que je sauverais peut-être, parce que moi je suis quand même assez intéressé par les dividendes. C'est quelque chose qui me parle et qui me plaît. Mais j'imagine que c'est pas grandiose quoi. C'est un petit peu mieux que NJ,
Voilà, je sauverais quand même BNP Paribas, parce que vous pouvez vous dire que là, on avait vu, vous avez un dividende de 7-8%, donc si vous avez une stratégie à dividende, pourquoi pas, mais enfin par rapport au Nasdaq, ça fait quand même fort tiep. Et bien voilà, chers amis, il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, achetez des actions partout dans le monde, achetez des ETF aux meilleurs frais, et pourquoi pas vendre des options pour augmenter le rendement de votre portefeuille. Ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo, le lien vers mon courtier de Giro, et grâce à ce lien, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Pour le reste, ça se passe sur la page Patreon si vous voulez du contenu supplémentaire. Je vais prendre le temps de vous faire une vidéo demain parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, donc je vais vous faire une petite vidéo spéciale sur cette page Patreon. Donc si vous voulez en profiter, tout le contenu exclusif de la page Patreon, ça vous coûte le prix d'un café par mois, seulement 3 € pour entrer dans tout un nouvel univers de contenu. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.